Elle est culottée, sensée, maligne, talentueuse, forte, libre, ambitieuse, puissante. La parole RH. On ne vous la donne pas, vous la prenez. Le podcast 100% RH, 100% féminin de Laetitia Robert, cofondatrice de Fox RH. Bonjour à tous, c'est Laetitia. Bienvenue dans mon podcast 100% RH, 100% féminin. Avec nous, Lisiane Traverson. Bonjour Lisiane. Bonjour Laetitia. Comment allez-vous ? Très bien et je vous remercie pour votre invitation. On est vraiment ravis de vous avoir comme guest pour ce podcast et de vous accueillir également en physique. C'est toujours intéressant aussi de se rencontrer nous. Voilà, Lisiane, pour commencer, évidemment, question qui est toujours posée en début du podcast, la question carrière, votre parcours RH en quelques minutes. Alors moi je suis une généraliste RH et j'ai fait toute ma fonction, tout mon parcours à la fois dans les services, le retail et la restauration rapide. J'ai travaillé à peu près 15 ans dans le groupe Pepper qui est devenu Kering, d'abord dans des fonctions corporate et puis ensuite je suis allée sur des directions opérationnelles. Ensuite j'ai travaillé 13 ans dans le groupe Chantel pour gérer tout ce qui était le retail en France pour le groupe Chantel. J'ai travaillé pour Café Joyeux, qui est une famille de cafés-restaurants qui emploie des personnes porteuses d'un handicap mental et cognitif. D'une part parce que le projet est très beau, et puis aussi parce que j'ai un fils handicapé, donc c'était ma manière à moi d'apporter ma pierre à cette très belle mission. Et puis actuellement, je suis retournée dans le retail et le luxe avec 2 enseignes de prêt-à-porter. Super, vous avez une belle évolution professionnelle, notamment au sein du groupe Kering aujourd'hui, on va l'appeler comme ça. Du coup, pour vous, justement, être une femme après avoir fait toute une carrière, enfin un début de carrière, je sais pas trop, mais avoir fait plus de 10 ans en tout cas dans une entreprise dans laquelle vous avez pu évoluer, comment pouvez-vous nous expliquer ce qu'être une femme RH et donc devenir aussi DRH en évoluant comme ça par promotion interne? C'était une époque vraiment très intéressante. Enfin, moi, j'ai adoré le parcours que j'ai pu faire chez Kering à l'époque. Effectivement, c'était un groupe qui permettait beaucoup les évolutions internes. Le fait d'être une femme n'était pas en soi quelque chose de différenciant à l'époque. Il n'y avait pas forcément le fait d'être une femme n'allait pas être un point forcément positif en tant que tel, ni négatif d'ailleurs. Mais la politique, on va dire, qui s'est axée maintenant pour mettre plus de femmes et plus de parité, n'était pas du tout au cœur des sujets de l'époque, puisque oui. Je ne suis plus de première jeunesse, pour être tout à fait honnête. Donc du coup, c'est vrai qu'à l'époque, il fallait faire son trou en tant que femme. Moi, je fais partie de la génération X. Donc c'est une génération qui devait faire ses preuves à la fois en tant que experte par ses compétences, son expertise, mais aussi dans un univers qui était peut-être moins féminisé qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Oui, justement, je voulais tout de suite parler de ça. Comment justement était, alors structuré, c'est peut-être un grand mot, mais la répartition homme-femme chez les RH à l'époque, y avait-il une grande différence? Parce qu'aujourd'hui, les RH, c'est quand même très féminisé. On a une vision aussi globale, très féminine de la gestion des ressources humaines. Mais est-ce qu'à l'époque, c'était aussi féminin qu'aujourd'hui? Il y avait quand même beaucoup de femmes, très clairement. Mais c'est vrai qu'à la tête, c'était majoritairement des hommes. Et à l'époque, très clairement, on ne se posait pas trop la question, en fait. Je vais être honnête, c'était comme ça, on ne se posait pas trop la question. Je pense que la fonction RH, c'est une fonction qui est plus féminine que certaines fonctions telles que DAF ou informatique, où là, même maintenant, la parité est quand même très loin, on est très loin du compte, mais aussi parce que c'est aussi la conséquence du fait d'avoir moins de femmes dans les sciences, ingénieurs, etc. C'est la conséquence de ce type de formation qui ne sont pas forcément prises à bras-le-corps par les femmes. Je pense que les femmes s'autocensurent beaucoup. Donc du coup, effectivement, la fonction RH était féminine, mais il y avait
plus de DRH hommes à l'époque dans le groupe, hein, mais c'est quelque chose qui a beaucoup évolué et que je sens vraiment évoluer de manière très forte ces dernières années. Et en parlant d'autocensure, est-ce que justement vous trouvez qu'aujourd'hui les femmes de la fonction RH, parce que c'est ce qui nous réunit ce matin, mais finalement est-ce que les femmes au global aujourd'hui sont toujours dans cette autocensure ou plus nécessairement ? Je pense qu'elles s'autocensurent moins, mais qu'elles s'autocensurent encore. Je trouve, je pense que les femmes ont le complexe soit de la bonne élève. Elles veulent être un peu parfaites dans tous les domaines et elles s'autorisent peut-être moins que les hommes le fait de ne pas être parfaites dans tous les domaines. Et j'en suis un exemple vivant et malheureusement je vois autour de moi encore beaucoup de femmes qui ont cette même aspiration. Et puis il y a aussi, malgré tout, même s'il y a des évolutions très fortes positives hein, pour justement libérer un peu le carcan, je pense que malgré tout, socialement, il y a encore cette volonté de vouloir être bonne dans tous les domaines. Et c'est compliqué. C'est pas toujours simple hein, d'être à la fois une bonne à la fois dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, et toutes ces injonctions à être la mère parfaite, la professionnelle parfaite, que l'on voit quand même à longueur de journée, malgré tout, dans les publications, n'aident pas à, effectivement, à prendre plus de liberté. Et il faut qu'on se laisse plus de liberté toutes, je pense. Est-ce que vous pensez que sur la partie pro justement, cela peut aussi, ralentir la progression des femmes à des postes à responsabilité en ressources humaines ? Je pense que, alors dans les ressources humaines, je pense que les femmes ont quand même maintenant bien développé leur capacité à prendre des postes à responsabilité. Je pense que aussi toutes les lois qui ont été prises ont aidé et qu'elles s'autorisent plus. Je pense que c'est plus dans des fonctions, on va dire, encore très masculines qu'il faut peut-être que les femmes s'autorisent plus ce genre de moins d'autocensure. Il faut peut-être aussi que la loi aide plus et je pense que le fait de redescendre au niveau des CODIR et puis peut-être ensuite dans des instances, on va dire, de niveau N-2 ou N-3, ça aidera quand même à l'évolution des femmes dans les différentes instances. Mais au niveau RH, je pense que les femmes s'autorisent plus maintenant des postes à responsabilité. Ensuite, avoir des postes à responsabilité, quelle que soit, on va dire, la nature du poste occupé, ça veut dire faire des sacrifices, parce que c'est compliqué de pouvoir tout gérer de front. Et toutes les femmes, légitimement, n'ont pas forcément envie de payer le prix. Bien sûr. Bien sûr. Je le comprends. Ça n'est pas toujours évident. Bah oui. Et est-ce que vous pensez qu'une femme en soi est amenée à faire plus de sacrifices qu'un homme au même poste ? Je pense qu'inconsciemment, oui. Moi, ce qui me surprend, encore à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est que, par exemple, sur la fameuse charge mentale, alors je trouve que le mot est utilisé, il est récent et je le trouve très intéressant parce qu'effectivement, on a enfin mis un mot sur quelque chose que l'on vivait sans même se poser la question. Mais cette charge mentale est encore très forte et très importante pour les femmes et ce sont les femmes elles-mêmes qui on va dire, appliquent. Elles ont du mal encore lorsque un enfant est malade ou ce genre de choses à se dire demandons à mon conjoint de prendre le lead sur le sujet. C'est un peu compliqué et je le comprends parce que en tant que mère, c'est difficile aussi de se dire, de laisser aussi cette part de pouvoir, entre guillemets, que l'on peut avoir. Il faut trouver le bon compromis pour être en sécurité, on va dire,
psychique, être avec un conjoint qui ait aussi cette appétence et cette capacité à prendre aussi le point lorsqu'il y a des problématiques qui sont dans la famille, et c'est pas toujours évident. Et il faut trouver donc le bon partenaire avec qui vous pouvez partager cette charge sans que ça pose des problèmes. Je pense que les nouvelles générations sont quand même un peu plus éduquées sur le sujet, et nous avons notre part, nous, en tant que femmes, au quotidien, pour justement faire comprendre que ce sont des dossiers qui doivent être partagés et pas simplement pris par les femmes. Oui, exact. Dans notre éducation au quotidien. Oui, mais c'est vrai que ça, en plus, ça, même si les choses évoluent, je pense quand même qu'on est, quoi qu'il arrive, encore un petit peu dans ce schéma-là. Aujourd'hui, on parle de parentalité de plus en plus, ce qui est quand même très intéressant, et ce qui permet aussi d'inclure les hommes dans cette notion-là, parce que jusqu'à aujourd'hui, on parle quand même de maternité, c'est très maternel, c'est toujours la femme qui prend en charge. Donc oui, certes, l'homme ne peut pas tout faire, ce sont les femmes qui portent, voilà. Mais ce qui se passe après, c'est effectivement à la charge des deux partenaires, et c'est vrai que je trouve que ça tend quand même vers ça aujourd'hui. Mais quand on est DRH, donc à un niveau de responsabilité, être à la tête du service RH, tout simplement, est-ce que pour vous pensez que ça reste difficile d'associer haute fonction RH et maternité et ensuite parentalité? Je pense que c'est aussi vraiment une question d'organisation. Oui. Donc il faut être très organisé, et il faut avoir aussi les moyens d'avoir quelqu'un qui vous aide lorsqu'il y a des problématiques à la maison. Sachant que vous ne pourrez pas forcément, à des postes à responsabilité, quitter votre poste immédiatement parce qu'il y a un problème. Donc il faut vraiment savoir s'entourer, avoir effectivement un conjoint qui puisse aussi vous aider sur cette partie-là, mais pas simplement, pas que, éventuellement avoir des aides extérieures qui vous permettent d'être sereine sur le sujet. C'est très important d'être sereine. Si vous avez une sérénité au niveau psychologique, vous pouvez assumer les deux de manière plus fluide. Okay. Et puis être une femme DRH, lorsque le métier et ce que vous faites vous comble, c'est aussi important, parce que du coup, la famille, vos enfants ont une mère épanouie dans son métier, c'est aussi important. C'est vrai. Et c'est aussi une image que vous donnez à vos enfants, et c'est important aussi. C'est vrai. J'avais pas, jusqu'à maintenant dans les podcasts, on n'avait pas exploré le sujet sous cet angle-là, donc c'est très très intéressant aussi de pouvoir s'ouvrir à ce type de réflexion. En effet. On va continuer, mais on va s'éloigner un petit peu du sujet de la parentalité. Il y a quand même beaucoup de DRH hommes encore aujourd'hui. Dans les grands groupes, oui. Oui, dans les grands groupes. Et justement, dans les entreprises du CAC 40, il y a quand même encore des DRH qui sont hommes. Est-ce que vous pouvez quel est votre regard là-dessus ? Alors, moi, le fait d'être homme ou femme n'est pas pour moi un sujet. C'est-à-dire que je ne voudrais pas non plus que, sous prétexte de vouloir mettre les femmes, entre guillemets, à la première place, ce soit une guerre contre les hommes. Pas du tout. Pour moi, ce qui compte, c'est déjà l'expertise, ce que peut apporter la personne. Ensuite, le DRH, en fonction de son expérience, de ce qu'il a vécu, de sa vie aussi personnelle, il incarne des valeurs, des modes de fonctionnement. Et vous avez des personnalités, hommes ou femmes, qui correspondent bien à une organisation à un moment donné. Donc, pour moi, c'est pas le facteur clé de recrutement, ne va pas être sur le genre.
c'est vrai que je pense qu'il y a malgré tout des secteurs d'activité, au-delà aussi du CAC 40, qui vont plus faire appel à des hommes qu'à des femmes, mais peut-être parce que historiquement, il y a eu plus de salariés hommes dans ces secteurs d'activité qui ont cette expérience-là. Et c'est vrai que vous voyez, j'imagine très bien, vous en tant que recruteur, que les personnes qui recrutent aiment bien avoir des salariés et également à des postes à responsabilité qui proviennent du même secteur d'activité. Il n'y a pas énormément, on va dire, d'inventivité sur le sujet et parfois, je dirais que c'est même un peu du conformisme. On choisit des gens qui ont déjà une expérience dans le secteur d'activité. C'est rassurant pour celui qui recrute. Donc du coup, quand vous avez dans des secteurs d'activité eu plutôt des personnes qui depuis des années ont une expérience dans ces secteurs d'activité, si c'est un homme, ce sera plutôt un homme qui sera choisi. Et c'est plutôt sur le fait d'être rassuré par avoir un profil qui a une expérience dans le secteur d'activité qui va prévaloir sur le fait que ce soit une femme. Donc là-dessus, je dirais que c'est pas forcément le genre qui prévaut, mais c'est plutôt le fait que les recruteurs aiment être rassurés et ne prennent pas forcément beaucoup de risques. C'est vrai que sur le sujet, le recrutement, c'est vrai que c'est un item important. Nous, c'est vrai que comme on travaille avec des entreprises qui vont être très différentes, avec des secteurs d'activité très différents aussi, on se rend compte quand même que effectivement surtout des postes de DRH, il est vrai que on est appelé pour recruter des personnes qui peuvent être idéalement issues du même secteur d'activité. Ça, c'est une certitude, mais on s'en rend aussi compte sur des fonctions qui vont être moins importantes. Et ça, en vrai, le marché change, on a des demandes aussi qui sont changeantes, donc on doit s'adapter. Mais cette demande de secteur d'activité, c'est vrai qu'en règle générale, elle revient quand même assez fréquemment. Quelqu'un, je pense notamment au retail, parce que c'est quand même ce qui caractérise majoritairement votre CV. Clairement, quelqu'un issu du retail va être appelé pour du retail. Complètement. Et ça, c'est très franco-français. Oui. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel, au-delà du genre, nous devrions travailler collectivement pour pouvoir avoir justement apporté des regards aussi un peu différents. Parce que quand vous faites intervenir des gens qui viennent du même secteur, oui, on applique toujours un peu les mêmes règles et ça peut être intéressant aussi justement de faire intervenir des profils qui sont peut-être un tout petit peu moins opérationnels immédiatement, mais qui vous apportent autre chose. Exact. Est-ce que vous diriez que une femme DRH materne, donc je mets des guillemets, je les fais physiquement, plus les salariés qu'un DRH homme? Alors, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, je pense, alors par rapport à l'éducation, en tout cas moi ce que je vis, c'est que effectivement l'homme a plus un rôle de séparateur normalement. Il doit séparer la mère de ses enfants. Enfin, il doit aider à ce que la séparation se fasse. Donc du coup, je pense qu'il est effectivement un peu moins dans faire à la place d'eux. Donc je pense que parfois, on peut avoir, par notre éducation et peut-être notre rôle de mère, parfois, on fait peut-être trop à la place d'eux, effectivement, peut-être parfois. Donc c'est pas maternant, mais il faut peut-être parfois laisser les gens plus faire. Et voilà, c'est peut-être ce que je peux remarquer dans certaines fonctionnalités de la DRH femme que je retrouve peut-être moins chez le DRH homme qui laisse plus les autres gérer. Ou en tout cas, c'est peut-être moi ma façon de le faire et qui n'est pas forcément idéale. Vous avez encadré de grosses équipes quand même jusqu'à aujourd'hui, donc Ah oui, je délègue beaucoup. C'est pas le sujet, c'est plutôt de prendre en fait les problématiques, de vouloir toujours les résoudre voilà, à la place d'eux, alors que des fois on n'a pas la capacité à résoudre à la place d'eux.
Voilà, et que manager, c'est aussi apprendre à faire grandir les uns et les autres, y compris au niveau de son codir. Voilà, c'est pas simplement au niveau de ses équipes, c'est aussi au niveau de son codir. D'accord, j'entends. Très bien. Est-ce que pour vous, la période de confinement a justement été une période où vous avez dû peut-être être plus dans l'action, être plus dans justement cette notion de résolution, plus que dans être plutôt qu'être dans l'autonomie des autres, parce qu'on sait que la période de confinement c'était une période très très riche, donc tant pour le business, donc les directions générales, mais aussi pour les RH. Et du coup, vous en tant que RH pendant cette période qui a été difficile pour tout le monde, est-ce que vous vous êtes senti justement plus à faire plutôt qu'à faire? Très clairement, il a fallu, aider, réfléchir, organiser en permanence, répondre à toutes les interrogations, toutes les craintes. On était vraiment le SAV en permanence sur plein de sujets. C'est en ça qu'il y a beaucoup de DRH qui ressortent essorés de cette période, parce qu'effectivement, il a fallu être sur tous les fronts. Je pense qu'on a beaucoup aidé vraiment à organiser au mieux et puis à essayer de faire en sorte que les organisations passent le mieux possible cette période compliquée, difficile. Est-ce que pour autant, au quotidien, on aide quand même aussi de manière générale beaucoup les entreprises et les organisations à gérer tous les imprévus, tous les aléas. Donc ça fait quand même partie de nos missions de manière permanente. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, forte de votre parcours professionnel, quel est votre plus gros défi RH? Je pense que c'est l'adaptation en permanence. Et cette adaptation, elle va de plus en plus vite, parce que moi, ce qui me frappe sur les 30 dernières années de vie professionnelle que j'ai pu avoir, c'est que le rythme s'accélère de manière extrêmement forte à tout point de vue. Alors certes, Internet a beaucoup contribué, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde attend une réponse quasi immédiate. Donc, à tout point de vue, on vous demande maintenant de pouvoir donner des réponses, que ce soit en termes d'organisation, en termes de sujets RH, et en termes d'évolution législative, avec un délai qui est de plus en plus raccourci. Donc, ça demande, ça met une pression supplémentaire. Et c'est devoir s'adapter en permanence, c'est aussi très consommateur d'énergie. Et puis il faut accompagner aussi cette adaptation en permanence à tous les niveaux de l'entreprise. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce que effectivement pour tous les salariés, ça demande aussi beaucoup d'accompagnement, et c'est pas simple à vivre pour eux. Il y a les métiers aussi ont dû évoluer quand même beaucoup, parce que on le voit aujourd'hui, les RH doivent effectivement savoir tout faire, savoir s'adapter, mais au-delà de ça, on le voit avec la structure du marché, de plus en plus on nous demande des personnes qui vont avoir une expertise sur un sujet, mais pas que. Donc par exemple, ça peut être quelqu'un qui a un background en paye, voilà, qui doit savoir faire du SIRH, qui après aura dû quand même faire un peu de recrutement, parce qu'on a besoin, le recrutement c'est sympa, ça dénote d'une certaine personnalité quand même, et qui après est passé RRH. Et je trouve aussi qu'aujourd'hui, on demande au RH d'être finalement plus que des couteaux suisses. On doit être bon en IT, on doit être bon sur le légal, donc être un peu juriste. Et c'est plus forcément, le rôle d'une personne au sein de l'équipe. Tout dépend encore une fois des organisations, bien évidemment. Mais est-ce que justement, forte de votre regard sur la fonction RH, vous trouvez aussi qu'aujourd'hui, on en demande plus au RH au global? Oui, il faut être vraiment... comme l'expression que vous avez utilisée, être un couteau suisse, c'est vraiment ça. Il faut avoir une expertise, je dirais pas fine, mais quand même assez importante sur tous les sujets. Être en capacité, non pas forcément toujours de faire soi-même, mais d'être en capacité de donner le lead, la vision,
sur des sujets auxquels les RH précédemment n'étaient pas forcément formés. C'est vrai que tout ce qui est gestion de projets informatiques SIRH, mise en place de gestion des temps et des activités, enfin, c'est des sujets quand même très techniques qui mêlent à la fois du SI et puis du RH. Il faut être quand même avoir une bonne capacité de vision globale pour voir les tenants, les aboutissants, sans être une experte. Moi, je suis pas une experte paye, mais j'ai acquis quand même quelques réflexes. Idem sur tous les sujets de mise en place de projets GTA, idem sur tout ce qui est aussi talent recruteur, c'est-à-dire que je ne suis pas une spécialiste IT, LinkedIn et compagnie, mais il faut avoir cette vision-là, il faut que le RH puisse avoir toujours quand même la tête dans les étoiles pour voir la stratégie et puis avoir quand même aussi une capacité de mettre les mains dans le cambouis, y compris sur des postes de DRH on va dire, de 700 ou 1500 personnes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir cette double casquette et c'est peut-être aussi un des gros changements. La digitalisation RH, moi je l'avais anticipé il y a à peu près 10 ans, mais ça s'accélère. Je suis encore surprise de voir que certaines entreprises sont encore un peu loin de la digitalisation attendue. Donc voilà, mais effectivement, je pense qu'il faut maintenant des profils de plus en plus forts et complets sur les métiers RH. Certes. Aujourd'hui, donc vous êtes toujours dans le retail chez Burton, si je ne dis pas de bêtises. Burton et Polka, oui. Et Polka. Vous êtes du coup habitué à du multisite, donc à gérer des personnes qui ne sont pas physiquement au siège dans votre quotidien. Est-ce que justement tout ce qu'on vient de se dire sur la digitalisation et le fait d'être couteau suisse, c'est simple à gérer dans un environnement comme celui-là ? Je dirais que d'une certaine manière dans le retail, le multisite nous a conduit très tôt à être à l'aise avec justement la gestion à distance. Donc à la limite, de ce point de vue-là, le retail est assez à l'aise puisque ça fait une éternité qu'ils le font. La seule chose, c'est qu'on n'avait pas forcément toujours tous les outils. Et donc il a fallu s'adapter aux nouveaux outils. En revanche, la gestion multisite avec la gestion à distance, ça c'est quelque chose qui est ancré au niveau du retail, c'est pas une nouveauté. Voilà. Ok, bon très bien. Quel est votre plus grand coup de gueule RH ? Je dirais que, alors sans être un coup de gueule, c'est plutôt le fait que justement tout s'accélère et qu'on nous demande en permanence de gérer tout dans l'urgence et qu'il faut aussi retrouver un peu de temps lent et de temps long aussi, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir et on n'a pas forcément toujours le temps qu'il faudrait pour avoir une réflexion plus à moyen long terme sur la durée. Donc c'est pas un coup de gueule, mais c'est dans une société où tout s'accélère, je trouve que parfois on prend des décisions peut-être trop rapides, sans avoir pu peser le pour et le contre de manière un petit peu trop rapide. Voilà. On est dans le monde du Scrum, c'est bien, mais parfois avoir un peu plus de temps pour prendre des décisions, ce serait mieux. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, les DRH femmes gagnent moins que des DRH hommes. Donc malgré tout ce qu'on s'est dit jusqu'à aujourd'hui, même si on sait que les femmes travaillent aussi plus à aller rechercher une certaine équité par rapport à différents sujets dans leur job, il n'empêche que sur la partie rémunération, on n'y est pas. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les femmes négocient moins bien leur salaire ? Est-ce que c'est justement sur les épaules des femmes que repose cette partie aussi négociation salariale ? Je pense qu'on n'est pas forcément les meilleurs sur le sujet, effectivement. Je pense qu'on n'ose pas assez, on a une telle image de la perfection que l'on veut atteindre que l'on ne s'autorise pas d'oser demander et de se dire de toute manière je peux me prendre un nom et alors so what.
Ouais. Mais on n'a pas, je pense, dans notre culture, suffisamment éduqué les filles à se dire just do it, essaye. La perfection n'est peut-être pas de ce monde, mais tu as le droit de poser tes conditions, en tout cas de demander. Ensuite, tu peux avoir un oui ou un non, mais fais-le. Et peut-être qu'on n'ose pas assez, effectivement. Ok. Quelle est la femme qui vous inspire? Alors, c'est ma mère. Parce que pour moi, c'est un modèle, elle a eu une vie très difficile et elle a tenu bon pour ses enfants. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. Parfait. Et avec quelle femme partageriez-vous un dîner? Alors, ce serait avec l'ex-femme de Jeff Bezos, Mackenzie Scott, maintenant, puisqu'elle s'est remariée. Je trouve que cette femme est pour moi quelque chose... c'est quelqu'un d'assez extraordinaire parce que elle utilise l'argent qu'elle a dans la philanthropie, mais de manière extrêmement novatrice par rapport à tous les donateurs existants. Elle a déjà versé en moins de 2 ans, je crois, 14% de sa fortune, et elle a dit qu'elle le ferait jusqu'à ce que le coffre soit vide, alors que son ex-mari n'a dépensé qu'1%. Elle le donne à des petites associations locales, que ce soit dans l'égalité, la santé, l'éducation, alors que les donateurs, eux, vont plutôt sur des causes autres. Elle ne s'intéresse absolument pas, elle ne va pas demander des comptes non plus. Donc je trouve qu'elle a une liberté, une générosité, une liberté que je trouve appréciable dans le monde actuel. Très bien. Et pour terminer, la dernière question. Quel message feriez-vous passer aux femmes RH d'aujourd'hui et de demain? Qu'elles prennent soin d'elles, parce que des fois, c'est un métier où on s'oublie. Et c'est important de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Exact. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, Laetitia. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.